Bienvenue à tous et à tous sur le Goût des Panafricains, le podcast dédié au panafricanisme. Et aujourd'hui, on va voir tout simplement les bases, que ça soit du kémétisme et du panafricanisme. Et aujourd'hui, j'ai des intervenants vraiment de renom qui vont en parler. Sur ces sujets, on a Pascal Adjomango. Comment ça va? Bien, très bien. Et salut tous les auditeurs. Yes. En haut à gauche, on a Aton. Comment tu vas, Aton? Au tap à tous, au tap toujours énergique, toujours dynamique pour participer à ces goûters panafricains et surtout donner un sujet essentiel pour la communauté qui est celui du panafricanisme et celui du kémitisme dont je pense que c'est un mouvement qui prend de plus en plus de vagues et j'espère qu'on pourra en parler ensemble. Très très bien. Juste à côté d'Aton, on a Rodolphe. Il faut que tu mettes le micro, Aton. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Yes, alors Rodolphe, il faisait partie du premier podcast qu'on a fait. On n'entendait que sa voix et aujourd'hui on a l'honneur de voir son visage, donc ça fait plaisir. Parce que je suis droite, ça va. Et ensuite, en dernier intervenant, en haut à droite, on a Vincent. Comment tu vas, Vincent? Mon hôtel, je vais très bien et que la paix soit avec vous. Merci beaucoup. Que la paix harmonienne soit avec vous. Ok, très très bien. En plus de ça, on va parler un petit peu des termes kémites sur ce podcast. Et donc, je voulais démarrer tout simplement par la base, pour une personne qui ne connaît pas tous ces termes panafricains, kémitisme. En premier, qu'est-ce que le kémitisme? Je voulais avoir votre avis sur ça. Et on va démarrer comme ça. Qu'est-ce que le kémitisme pour toi, Pascal, si tu voulais démarrer? Ah, bon. Et voilà, moi, je trouve que le terme qui a été le plus souvent, le mieux défini, c'est panafricanisme. Et kémitisme, selon moi, c'est une terminologie qui est issue un peu des études sur l'Égypte ancienne, qui est appelée Kemet. Kemet, c'est une des expressions pour désigner l'Égypte. Et sinon, il y avait une autre expression qui dit, disons, qui désigne les Égyptiens sous la forme de ceux de Kemet. Voilà, la terre noire, on pourrait dire. Et Kemet, c'est le nom le plus courant en égyptien ancien pour désigner l'Égypte à peu près la superficie actuelle, mais qui inclut le Soudan actuel. Ok. Si on regarde sur Internet, le Kemet, si on regarde un petit peu en fouillant, c'est beaucoup le terme qui en ressort, c'est la terre noire ou le pays noir, en fait. Oui, attention, voilà. Et justement, sur Wikipédia, on trouve la traduction terre noire. Mais c'est un contresens au niveau de l'écriture historique. Parce que quand, voilà, en égyptien ancien, il y a des signes qui ne sont pas prononcés, qu'on appelle les déterminatifs, mais qui situent sans ambiguïté la catégorie à laquelle appartient le mot. Et quand les Égyptiens écrivent Kemet, ils ajoutent le déterminatif qui est, disons, qui est un croisement de route en ville. C'est un croisement entouré d'une muraille. Parce qu'il y a ces déterminatifs-là qui sont écrits en détail. On voit que ce qui entoure le déterminatif, c'est les murs, les enceintes d'une ville. Et le croisement représente le croisement de deux rues d'une ville. Donc, il n'y a pas d'ambiguïté sur le déterminatif. Ça désigne une ville. Okay. Donc, quand ils mettent Kemet accompagné du déterminatif, ça veut dire pays. Et ça ne veut pas dire la terre au sens terre cultivable. Okay. Donc, la traduction terre noire, c'est une hérésie du point de vue linguistique. Donc, et Cheikh Anta Diop a très bien expliqué cela dans son article dans Histoire générale de l'Afrique, volume 2. Et Cheikh Anta Diop a consacré un seul article sur
l'origine africaine des Israéliens anciens. Et c'est facile à lire. On n'a pas besoin d'avoir suivi des cours d'égyptologie pour comprendre la signification étymologique du mot Kemet. Mais Cheikh Anta Diop l'a clairement expliqué. Et ça va à l'encontre de ce qui est écrit dans Wikipédia et pour justifier la traduction terre noire. Ça marche, ok, ça marche. Merci pour les précisions. C'est vrai que sur Internet, on voit un petit peu on voit beaucoup de terres, beaucoup de termes, terre noire. On voit ici que les origines étaient un petit peu aux États-Unis dans les années 70. Je voulais avoir l'avis de Rodolphe et Aton sur ça. Qu'est-ce qu'ils en pensent, eux, de Kemet et du kémétisme? Bon, pour moi, c'est simplement une spiritualité. On ne va pas aller plus loin. Hein. C'est une ancienne. On parle de l'Égypte antique. Donc, le kémétisme, c'est une spiritualité qui a été remise au goût du jour et qui représente, en fin de compte, une nouvelle base spirituelle pour le monde noir. Alors, il y a deux choses qu'il faut savoir. Tout noir peut être kémite. Mais tous kémites ne sont pas noirs. À savoir que il faut être noir pour être kémite. C'est clair jusqu'à là? Donc la spiritualité étant d'origine ancestrale égyptienne et africaine, il faut être noir pour être kémite. Donc c'est une spiritualité qu'on aura l'occasion de partager ensemble. Je passe la parole à Rodolphe. Ouais. Alors, moi je pense aussi que là il y a deux, on parle de deux choses différentes. Hein. Alors il y a peut-être une forme, pour moi, à mon avis personnel, une forme d'ambiguïté. Pour moi, personnellement, le panafricanisme, je pourrais dire, c'est au premier moment, il y a eu le panafricanisme qui date des années 1900, qui est un mouvement, en fait, qui est purement, qui son origine est africaine, autour de la décolonisation. Ce serait plus, à mon avis, un mouvement politique. Et après les travaux de Cheikh Anta Diop, alors je peux situer ça dans les années 60, 70, on a ce mouvement-là qui est le kémétisme. Alors personnellement, je suis ignorant du mouvement kémétiste. Mais par contre, le panafricanisme, moi j'étais en contact justement, notamment en Grande-Bretagne, avec des penseurs originaux, notamment George Padmore, Cyril James, en fait ces personnalités-là. Alors, est-ce que le kémétisme englobe, parce que c'est un mouvement postérieur, est-ce qu'il englobe le panafricanisme? À mon avis, il y a comme, et ce serait intéressant que Pascal puisse simplement nous dire quelle est la différence de manière claire, et parce qu'il y a une forme d'ambiguïté à mon avis. Ok, alors juste avant de passer la parole à Pascal, je voulais passer la parole à Vincent qui, avant le podcast, m'avait bien fait comprendre qu'il y avait cette différence entre le kémétisme et le panafricanisme, notamment que le panafricanisme était beaucoup plus ancien. Je voulais avoir ton avis, Vincent, sur ça, notamment kémétisme et panafricanisme. La structure de l'appellation KMT, KMT, sans les consonnes et les voyelles, c'est la structure justement de la topographie, de la géographie de l'empire, des empires pharaoniques, parce qu'il y a eu là-bas, c'est pas Moyen Empire et Nouvel Empire. Donc, la détermination, le déterminatif kamite, cela définit exactement la structure de la pensée fondamentale de la langue médounétière comme terre. Mais la terre n'est pas terre égale partout. Vous savez très bien, parce qu'on a cogité sur les 5 continents existants, n'est-ce pas? La terre qui les anciens Kabites déterminés comme leur terre de prédilection, c'est une terre divinisée par la création de la physique stellaire et solaire qui détermine que la couleur de la terre
démontre si cette terre est divinisée ou si c'est une terre profane, ou si c'est une terre féconde ou une terre stérile. Vous savez qu'il y a des terres stériles, n'est-ce pas? Donc, le mot kamite détermine la valeur divine d'une terre dans la topographie de la globalité du planète. Et que cette terre-là, c'est la terre de prédilection des pharaons. Des pharaons. Le mot pharaon aussi a sa symbolique dans la métaphysique cosmique. On va développer ça, mais le mot kémite, ça veut dire la terre divinisée qui est la propriété du peuple mélanos. Donc, d'elle viendra le berceau de l'humanité. C'est ça. Et nos anciens, ils connaissaient le passé, le présent et l'avenir. Par quelle méthode? Du syndrome de la phénoménologie historique, sous le syndrome de la physique et sous le syndrome de la postérité métaphysique. C'est ça les trois éléments principaux qui englobent la pensée kamique. Toute autre pensée, moi je pense qu'aujourd'hui intellectuellement tu peux lire des livres et interpréter. Mais terre noire, ça veut dire terre fécondée par la création d'amour. Ok. J'arrête là, après on va développer. Ok, très très bien. Donc si, en résumé, si je reprends un peu vos propos, le panafricanisme serait un mouvement qui serait plus ancien, qui serait arrivé dans les années 1900, si je me trompe pas. Je vais juste donner la parole aux autres intervenants sur ça. Bon, oui, voilà. Et au sujet de la naissance du panafricanisme, je dois rectifier. Non, le panafricanisme n'est pas né dans les années 50. En fait, en 1945, il y a eu un congrès célèbre à Londres, et qui est peut-être le congrès le plus cité. Donc, beaucoup pensent que le panafricanisme est né du congrès de 45. Pas du tout. Le panafricanisme, d'abord, il y a eu un congrès à Londres en 1900, organisé par Sébastien Williams. Mais bien avant le congrès de Londres de 1900, eh bien, le panafricanisme est né et dans les années 1860 d'abord, et grâce à trois personnalités. Les trois premières personnalités qui ont parlé panafricanisme, c'est Édouard Vilmot Bliden, des îles Vierges et danoises. Ensuite, Antonin Firmin. Et ensuite Benito Sylvain de Haïti, les deux, et Antonin Firmin comme Benito Sylvain sont de Haïti, et puis Henry Sylvester Williams de Trinidad. Ce sont les trois premières personnes qui ont parlé de panafricanisme avant même le premier congrès qui date de 1900. Et on sait que le congrès de Marcus Garvey à New York, c'était en 1920. Donc bien avant le congrès de l'UNIAD, et en 1920, et au New York, il y avait eu la première conférence panafricaine à Londres en 1900. Mais avant cela, il y a ces trois personnalités, et Antonin il a même écrit un livre. Donc ces trois personnalités ont déjà parlé du panafricanisme bien avant. Donc, et quels étaient leurs objectifs? Quand ils parlent de panafricanisme, en gros, c'est quoi? Voilà. Pour que les gens comprennent. Voilà. Et le mot panafricanisme, étymologiquement, ça veut dire la réunion de tous les peuples issus d'Afrique. Mais dès le départ, par exemple, en ce qui concerne Marcus Garvey, il a clairement formulé l'objectif de la création d'un État central en Afrique, mais tout en encourageant l'implantation des Africains issus des Africains de la diaspora, tout en favorisant leur implication dans leur lieu. Puisque aux États-Unis, Marcus Garvey a créé des usines Black Factories,
pour le développement économique des Noirs qui sont aux États-Unis. En même temps, il a créé Black Star Life pour favoriser le retour vers l'Afrique et des Africains. Donc, c'est pour dire que dans le souci dans la conception de Marcus Garvey, le panafricanisme, c'est à la fois le développement économique, en tout cas, à le souci du développement économique des Noirs dans leur lieu où ils vivent, mais aussi en Afrique. Donc, ce n'est pas seulement l'Afrique qui était le souci des premiers panafricanistes. Ça, les textes sont clairs. Et les déclarations de Marcus Garvey, à la fois sur la situation des Noirs en Amérique et la situation des Noirs en Afrique. Et pour moi, il n'y a pas d'ambiguïté sur leur conception du panafricanisme. Alors, je voulais donner la parole à Aton et Rodolphe. Pour eux, qu'est-ce que c'est le panafricanisme? Ouais, mais faut pas se leurrer. Hein. Là, j'ai l'impression qu'on parle dans des définitions qui ont ni queue ni sens, où on parle dans quelque chose qui a pas d'objectif. Pourquoi le panafricanisme naît? La première question. La première réponse, les Noirs souffrent dans le monde. Il y a une colonisation qui est immense. On voit que l'Afrique est débordée. Tous nos gouverneurs, tous nos dirigeants, nos guerriers sont pris à l'assaut. Je vais parler de Yaa Asantewaa, de Taïtou Betoul. On parle encore de femmes, mais je vais parler encore de combattants. Nos territoires africains sont débordés. Qu'est-ce qui se passe en Europe? En Europe, ce sont les eaux humains. On nous expose comme des animaux. Ici, à Paris, là où on se balade, c'est-à-dire au jardin d'acclimatation. Donc, pour se défendre, on n'a qu'une seule solution. Et on y va par une manière intellectuelle, en envoyant nos intellectuels, les meilleurs. Je vais parler de Marcus Garvey, par exemple. C'est parce qu'il y a agression qu'on répond. Il faut bien qu'on soit clair là-dessus. On est un peuple agressé. Le panafricanisme naît d'une agression. Et c'est cette réponse qu'on a. On va essayer de parler de manière claire et concise et pour que tout le monde soit dans le même sens de la marche. Nous sommes en guerre depuis le début du siècle dernier jusqu'à maintenant. Il faut qu'on soit concis et conscient sur ce terme-là. Bah d'ailleurs, tu as montré des livres. Bah, profites-en pour les personnes qui n'ont pas trop de culture. L'un des premiers guerriers des premiers temps qui était Marcus Garvey. On parlait du début du siècle dernier. C'est pas d'aujourd'hui. Alors, est-ce que tu peux dire le titre de ce livre de Marcus Garvey parce qu'on voit pas très bien à l'écran, s'il te plaît. Peuple, c'est Message au peuple, le cours de philosophie africaine. Et c'est édité par une dame qui reprend encore l'afrocentricité, qui est la suite d'un combat qui s'appelle Amamazama. Il faut bien qu'on soit clair, ce combat n'est pas terminé. Je le montre encore à la caméra pour bien qu'on soit clair. C'est les premiers prémices, ce livre. C'est les premiers prémices. On est en 1900. Bien sûr, il parle de christianisme à l'intérieur, mais il ne faut pas se fier à ça. Il faut vraiment prendre le sujet comme un thème d'ouvrage, que comment combattre ce qui nous est, comment se défendre dès qu'on est agressé. D'une manière économique, d'une manière consciente et d'une manière communautaire. Voilà, je laisse la parole maintenant à Rodolphe. En fait, ce qui est important, moi je pense que le message de Garvey a surtout mis en lumière le contexte de l'homme noir, c'est-à-dire qu'il fallait restaurer ce qu'on appelle l'Afrique dans ce qu'on appelle sur le plan humain, c'est-à-dire restaurer l'importance de l'Afrique. Alors, mais sinon, nos luttes ont été des luttes continuelles. C'est-à-dire, à mon avis, le premier Européen qui est arrivé sur les côtes africaines pour pouvoir déporter le premier noir, il a été confronté à des luttes. Nos ancêtres qui étaient transportés, disons, sur les mers, il y avait toujours une
forme de résistance, ou même s'ils n'avaient pas le moyen de résister avec des armes, ils se suicidaient, ils refusaient en fait simplement la condition d'être captif. Donc on peut étaler tout au long de l'histoire des paliers différents de lutte. Et c'est pour ça que, à mon avis, quand on parle de panafricanisme et sécuritisme, c'est deux choses différentes. Panafricanisme en tant que tel, pour moi, c'est un mouvement politique. Une réponse, c'est une lutte en fait. C'est une lutte justement pour une lutte face à l'oppression. De décolonisation. Alors, quand tu vas parler de panafricanisme aux Antilles, on est ignorant du panafricanisme en tant que tel, c'était au niveau de la masse. Parce que aux Antilles... Pourtant, c'est une lutte qui est nos Antilles. Oui, mais dans la masse entière, tu vas parler de panafricanisme, on est ignorant de ça. Parce que aux Antilles, on a une volonté peut-être surtout de faire nation. C'est-à-dire, on est des insulaires, il y a surtout l'idée de faire nation. Nation Martinique, nation Guadeloupe, nation jamaïcaine. Et quand tu regardes bien, dans les îles, moi je parle personnellement de la Caraïbe parce que c'est le contexte que je connais le mieux. Il y a, c'est aussi peut-être dommage, jusqu'à présent, dans la Caraïbe, les pays qui sont indépendants dans la Caraïbe, elles ont simplement un rapport c'est un nationalisme pur, c'est-à-dire qu'il y a peu de... On parlait aussi de coopération à un moment, en fait, ce qu'on appelle la Méditerranée-Caraïbe. Il ne faut pas oublier que la Caraïbe, c'est une forme de projection de l'Europe. C'est une forme de projection de l'Europe par rapport à la colonisation. C'est-à-dire, jusqu'à présent, il y a peu d'échanges, même dans les îles anglophones qui sont à l'époque, il y a peu d'échanges intercaraïbes. Mais est-ce que cette Caraïbe pourrait devenir panafricanisme, en fait, au final? Ou Caraïbe, ou toute cette diaspora? Pourquoi elle n'est pas si panafricaniste que ça? D'ailleurs, Vincent, est-ce que tu pourrais rebondir sur ça? Pas vraiment. Excuse-moi. Moi, en fait, après, est-ce que c'est des limites de connaissance? C'est pour ça qu'à un moment, je pense qu'il faut qu'on soit précis sur, peut-être ne pas trop déborder, précis sur les termes. C'est dans ma connaissance, en fait, sur le kémétisme, c'est deux choses différentes. C'est un mouvement politique de revendication lié à l'homme noir par rapport à la domination, disons, notamment des Européens. Et le kémétisme, à mon avis, c'est plus un mouvement spirituel plus large. Bien sûr. Ça veut pas dire que... Mais après, ça peut toujours se mélanger, parce que vu que le kémétisme... Est-ce qu'on peut se rencontrer? C'est-à-dire, exactement. Je pense aussi que tu peux pas analyser un mouvement qui, à nos yeux, de maintenant, de la même manière un mouvement qui date des années 1900, et puis un mouvement plus récent des années 60, post-60-70. Je voulais avoir l'avis de Vincent sur ça, un petit peu. Je vais d'abord dire que sous le principe de la suprématie et de méthode de la violence, je suis d'accord avec Aton. Aton, ouais. Quand il a évoqué justement le principe de la structure du panafricanisme. Il a vraiment compris que c'est ces véhicules de l'oppression qui a amené le raisonnement du panafricanisme. Le panafricanisme, donc, il vient de l'époque intermédiaire entre la Première Guerre et la signature des paix pour la postérité pour les Européens. Parce que les Noirs ont fait des guerres aussi pour eux. Hein? Donc, après, suite à cette conscience-là, conscience de ces passés tragiques, les Noirs, surtout ceux qui étaient dans le bassin anglo-américain, et se sont déterminés avec l'objectif de restaurer quelque chose qu'ils étaient en train de se perdre, c'est-à-dire l'identité africaine. Donc, ils ont opté par l'identité du pan-africanisme, ça veut dire pan, ça veut dire vers africanisme,
vers la conscience de l'Afrique. Parce que c'est comme ça qu'ils avaient des matières, parce que vous savez très bien que les Noirs n'avaient pas accès aux écoles pour les enseignements de la globalité. C'est-à-dire que les Noirs étaient, après la destruction de le patrimoine historique de l'Afrique, le peuple est tombé dans l'obscurantisme des transitions du servage sur le régime de l'esclavage. D'abord musulmane, après européenne. Donc, à partir de ce moment-là, va exister une raison légitime pour les résistants de ces régimes-là. Il n'y avait pas que des hommes, il y avait des femmes aussi à l'intérieur de cette pensée. C'est John-là, la grande c'est John qui prenait les Noirs, qui voulait fuir, parce que d'ailleurs Malcolm X a souligné le nègre des maisons et le nègre des champs dans son protocole, le nègre rebelle et le nègre soumis. Il y en a. Donc, à partir de ce moment, la raison du panafricanisme s'est faite par rapport à ceux qui ne voulaient pas accepter le régime de soumission totale et absolue sous le régime de l'esclavage. Et je vous ressalte en plus pour vous signaler que l'esclavage, ce n'est pas d'origine camito du continent. L'origine des esclaves vient du peuple slave qui était sous l'esclavage des Romains en Europe. Ils ont transféré ça pour utiliser ça vers le continent africain. Et aujourd'hui, beaucoup de Noirs croient que ce sont eux les esclavagistes d'eux-mêmes. Ça n'a jamais existé dans l'histoire camite. Le patrimoine des possessions du mal par rapport à la structure sociale, parce que toute la cosmicité, la symbologie de notre structure, elle est d'ordre féminine. La mère est féminine. La déesse de la fécondation est féminine. La déesse du régime solaire est féminine. Donc, nous sommes issus d'un berceau matrilinéaire et matriarcal. Et donc, juste pour revenir au thème, désolé de te couper, pour rester bien dans la lignée, est-ce que tu aurais par exemple des ouvrages ou des films ou je sais rien, des choses qui t'ont permis, qui pourront aider un petit peu les personnes qui regardent ou écoutent les podcasts pour s'intéresser au panafricanisme ou pourquoi pas le kémitisme? Est-ce que tu as des ouvrages qui te viennent en tête? Oui, je regarde si, parce que je veux dire, ma bibliothèque est répartie entre ma maison, ce que vous voyez derrière moi, c'est ma bibliothèque chez moi, mais j'ai une bibliothèque encore plus importante à mon bureau et je voulais montrer le livre, le volume de Histoire générale, volume 2 de Histoire générale de l'Afrique, édité par l'UNESCO. Je crois que je ne l'ai pas dans ma bibliothèque derrière moi, mais Bah, je te laisse chercher, je vais poser la question à Aton et Rodolphe et après je vais revenir vers toi, oui, Pascal. D'accord, oui. Moi, je conseillerais toujours, il y a les premiers qui me viennent à l'esprit, il y en a un en particulier, c'est Nation Agriculture de Cheikh Anta Diop. On en a tout à l'heure, Pascal. Alors celui-là, désolé de te couper, c'est vrai que c'est un petit peu la base, on en parle beaucoup de celui-là, Voilà, bien qu'il est assez technique, on est obligé d'en parler. mais on est obligé d'en parler. Mais est-ce que, donc c'est bien d'en parler, mais est-ce que, je sais que toi t'en as beaucoup d'autres, et je voulais surtout que tu montres un petit peu, tu m'en as montré tout à l'heure, est-ce que tu pourrais les montrer? L'autre, c'est celui d'Afrocentricité internationale d'Anna Mazama et Noli Akonte. Je ne l'ai pas tout de suite là. Là, tout à l'heure, tu m'as montré quelques livres. Sinon, il y a des petits livres qui se lisent très rapidement. Bien sûr. C'est l'Excellence Noire. Je trouve que ça se lit très rapidement. Par contre, il faut quand même avoir une petite culture derrière, puisque Kwakam, il explique très rapidement des choses, des petites choses. Alors, l'auteur, c'est Kwakam Chung. J'espère bien le prononcer. Voilà, c'est un livre d'essai, c'est un petit essai. Il l'a lancé. Que je conseille vraiment à tout le monde de lire celui-là. Ouais, ça vaut le coup, mais par contre, faut bien s'armer d'avoir lu et pris quand même quelques connaissances par rapport à des cours. Il existe des cours sur Internet aussi, faut pas les oublier. Il y a plein de gens qui donnent des cours. Excuse-moi encore de te couper.
Mais d'ailleurs, c'est vrai que j'ai l'impression que le mouvement panafricaniste, kémétiste, tout ça, on est un petit peu isolé. Oui, Ouais, on est un peu chacun dans son coin. oui, C'est c'est difficile vrai. de trouver des personnes qui ont la même vision. Est-ce que, par exemple, tu connais des groupes qui s'intéressent à ça? Ou comme tu disais, des Oui, sites internet où on pourrait se renseigner? il y en a plein, il y en a plein. Il y a, après, moi j'en ai parlé d'un, c'est Afrocentricité internationale. J'aime bien son discours d'Amamazama qui nous dit que le plus grand problème de l'homme noir, elle insiste bien, le plus gros problème de l'homme noir, c'est pas le fait qu'ils puissent pas se réunir ensemble. Le gros problème, c'est la religion. Et faut aller faire un petit tour sur internet, www Google Afrocentricité internationale. Il y en a sur Paris, il y en a un petit peu dans dans tout le monde entier. Et et là-bas, ils donnent des cours et des enseignements qui sont essentiels pour ce qu'elle appelle elle le kémitisme et l'afrocentricité, Ok. qui est un autre mouvement du panafricanisme. C'est le prolongement du panafricanisme. Le problème du panafricanisme, c'était qu'on englobait toutes les religions. On en prenait que tu sois musulman, tu peux être panafricain, que tu peux être homosexuel, tu peux être panafricain, tu peux être, je sais pas, chrétien, tu peux être panafricain. On englobait tout à l'époque. Donc, parce que c'était le début. Et aujourd'hui, Afrocentricité internationale fait le tri en disséquant les gens, en mettant, il y a des gens qui n'ont rien à faire là, et parce qu'ils ne sont pas des guerriers de première ligne, je rappelle que nous sommes en guerre, et de ce fait, suite à une guerre, on doit savoir y répondre le plus convenablement possible. Donc, Afrocentricité, c'est l'une des écoles. Il en existe d'autres sur Internet qui sont que je t'enverrai en off. Ok, ça marche. Euh, comme je disais, ça marche, merci à toi. Rodolphe, si tu voulais rebondir, si tu connaissais des ouvrages ou des sites où on pourrait s'orienter pour les panafricains. Alors, sous des ouvrages, je ne sais pas si on peut trouver des ouvrages par rapport à la George Padmore ou Walter Rodney. Walter Rodney peut-être sont traduits. Et je pense en dehors des ouvrages aussi, il faut qu'on œuvre particulièrement sur faire des choses, quoi. C'est-à-dire, il y a quelques années, j'avais tenté de démarrer, de faire ce qu'on appelle un centre de ressources afro-caribéen. Alors quand je parle de centre de ressources, à l'époque j'imaginais, alors ce sont des exemples que j'avais pris qui existent dans les diasporas afro-antillaises. Je sais pas si j'avais rappelé, bon, parce que j'ai vécu, disons, autant en Grande-Bretagne qu'aux États-Unis. Et en Grande-Bretagne, nous avons un musée qui est consacré justement à la diaspora afro-caribéenne, qui fonctionne très bien, et on peut trouver des ressources, ils sont même sur Internet. On a ce qu'on appelle Black British Museum, on a pas mal de ressources. On a par exemple, alors bon, c'est institutionnel aux États-Unis, et on a le Chamber Institute, où il y a un fonds d'ouvrages très important sur l'Afrique et la Caraïbe. Et je pense qu'il est temps aussi qu'ici à Paris, qu'on ait ce type de centre de ressources. Alors quand je parle de centre de ressources, alors il existe un petit fonds, mais à moi qui est plus consacré, qui en fait une petite bibliothèque municipale, où il y a des ouvrages, notamment la littérature sur l'Afrique et le Maghreb, et qui existe dans le 20e. Alors bon, c'est un petit fonds, mais il faudrait que tôt ou tard, que ici, quand je parle de fonds de ressources, il faut imaginer une bibliothèque municipale et où on trouverait des ouvrages spécialisés sur nos territoires, quoi. Ok. Alors ça peut être tout bête, hein, un jeune qui veut faire un jour un exposé sur la banane, il devrait pouvoir trouver des infos pour faire un exposé dans son école sur la banane, et ça pourrait aller beaucoup plus loin. Ok. Oula, ça c'est tombé.
c'est des Au niveau livres. Pascal. Je voulais juste revenir sur Pascal parce que tout à l'heure il cherchait ses Voilà. livres. Est-ce que tu as réussi à retrouver tes livres? J'ai retrouvé des livres sur Marcus Garvey, bon, à part celui que tu as déjà cité. Attends. Ah oui, à part celui-là, voilà. Il y avait un livre en 2 tomes de notre doyen, Tété Godwin, et donc Marcus Garvey, père de l'unité des peuples africains. C'est publié chez L'Harmattan. Et c'est en deux volumes. Et c'est vraiment très bien. Il raconte de manière vraiment condensée toute la vie de Marcus Garvey. Et puis, il y a quelques années, il y a ce livre qui est sorti sur Marcus Garvey, Le nègre au chapeau, et avec comme sous-titre L'ascension et la chute de Marcus Garvey. Et l'original était publié en anglais par Hélène Lee. Et donc ça, c'est sur spécialement Marcus Garvey. Et maintenant, sur l'histoire du panafricanisme, et il y a un gros pavé qui a été publié, disons que avec la coopération de l'OIF, avec comme titre Le mouvement panafricaniste au XXe siècle, avec notamment le recueil de textes datant d'époque. Et ça, c'est vraiment une bonne référence pour avoir une idée un peu plus complète depuis le début du panafricanisme jusqu'à la création de l'Union africaine. Et puis, un livre à peu près du même style et plus résumé, qui s'appelle La nécessaire refondation du panafricanisme, et qui présente... C'est de quel auteur, excuse-moi? Et voilà, en fait, c'est un colloque panafricain qui s'est tenu à Nantes en l'an 2000. C'est les actes du colloque avec le titre La nécessaire refondation du panafricanisme. Donc, ces deux livres présentent bien l'histoire, indépendamment des travaux de grands penseurs du panafricanisme comme Marcus Garvey. Mais bien sûr, il y a attends, je vais montrer quelques livres de Kwame Nkrumah. Voilà. Et Kwame Nkrumah, bon, il est considéré comme, disons que, l'acteur politique le plus remuant du panafricanisme. Donc, il y a d'abord son livre qu'il a sorti pour la réunion, alors, juste, est-ce que tu peux, pour les gens qui entendent en audio? Ouais, alors c'est L'Afrique doit s'unir, de qui? Oui, l'Afrique doit s'unir. Ouais, de... Et il a publié, il a sorti pour la réunion... Ouais, juste, excuse-moi, l'auteur, tu n'as pas dit l'auteur, on n'a pas entendu. Ah oui, c'est Kwame Nkrumah. Ah oui, c'est le grand Nkrumah. Oui, ok. Kwame Nkrumah. Kwame Nkrumah, ok. Le titre en anglais, c'est Africa Must Unite. Et oui, mais il a publié aussi... attendez, il a publié en 60... Oui, il a publié son autobiographie. Et c'est très intéressant, par exemple, dans l'autobiographie, il raconte les auteurs qui l'ont le plus marqué. Et il a consacré toute une page à Marcus Garvey pour expliquer comment Marcus Garvey a été l'auteur qui l'a le plus marqué. Au-delà des grands auteurs marxistes, parce que bien sûr, il se réclamait du marxisme, mais il disait qu'au-delà des auteurs marxistes, l'auteur qui l'a le plus marqué, c'est Marcus Garvey. Et donc, c'est dans son autobiographie qu'il fait ça. Mais après, pendant les années d'exil, avant sa mort, il a publié son dernier ouvrage sur le néocolonialisme. Et donc, il était visionnaire, il disait qu'ils se sont battus, sa génération s'est battue pour l'indépendance, du moins théorique, mais il dit qu'il y a une montagne devant nous qui s'appelle le néocolonialisme. Et il a tiré les sonnets d'alarme. Il a publié en 68 ou 70. Et nous sommes en plein. En tout cas, toute l'Afrique est engluée actuellement dans le néocolonialisme. Et parmi les acteurs se sont ajoutés
les Asiatiques, et les Chinois, les Japonais. Donc avant, dans le colonialisme, il y avait seulement les Européens. Maintenant, il y a les Chinois. Vous avez appris que le port d'Entebbe est sur le risque d'être saisi par les Chinois parce que Ouganda n'arrive pas à payer ses dettes. Donc c'est pour dire que le néocolonialisme C'est d'actualité. des Occidentaux, mais aussi des Asiatiques. Hein. Et donc, comment attirer la sonnette d'alarme du néocolonialisme? Hein, Ok. ce sont des ouvrages. Je voulais donner la parole à Vincent maintenant s'il a des ouvrages qui l'ont marqué ou peut-être des films, des documentations qui pourront aider les personnes qui écoutent ce podcast. Il y a beaucoup d'ouvrages que je donne et que je ne note pas. Il faut lire Théophile Benga sur tous les livres de Théophile Benga, sans exception. Théophile Benga est notre contemporain, il est là vivant. Donc, il fait souvent des conférences ici. Avec lui, on a eu des actions pour intégrer des dimensions panafricaines, même en France. Pascal, il était témoin de l'action parce que ça se passait chez lui. Donc, après le livre qui a cité là, a montré, il y a les traductions par Maman Ozama qui s'est engagée, honnête, intègre dans le mouvement par rapport à la conscience historique du peuple noir. Et il y a Nation Nègre et Culture qui effectivement c'est un des piliers si tu veux comprendre ce qui était l'Afrique avant d'être Afrique. Et il y a aussi Civilisation aux barbaries de Diop Chekanta qui détermine la dimension de la culture du peuple kamite à l'intérieur de la trajectoire du monde moderne. Donc, il faut qu'on soit concis, objectif à comprendre. Il ne faut pas avoir trop d'exigences par rapport à la compréhension, mais il faut appliquer avec discernement la compréhension. L'objectif, il a raison, du panafricanisme, c'est la stratégie d'unifier le peuple noir dans sa trajectoire et sa souffrance illégitime qu'il a subie. Et donner que le peuple noir prenne conscience, parce que le peuple noir, dans la trajectoire qu'il a évolué jusqu'aujourd'hui, c'est un peuple qui a plein de phénomènes, donc le syndrome de Stockholm, c'est une pathologie psychiatrique. C'est vrai que le peuple noir a tellement subi et a tellement pas été traité qu'on a encore toujours ces traumatismes. Il y a des syndromes parmi le peuple noir qui se déstructure à une échelle que vous ne pouvez pas imaginer. Donc, à partir du moment que le panafricanisme a évolué du bassin anglophone des Caraïbes jusqu'en Amérique, il faut tout de même comprendre que Marcus Garvey a réuni plus de 4 millions de Noirs en armée. Il y avait une armée formée sur le sol américain pour constituer la structure économique de la Black Star Line pour retourner. Le résultat le plus récent de la structure du panafricanisme, ce sont les Black Panthers aux États-Unis qui étaient effectifs pour défendre les Noirs qui étaient en train d'être assassinés. Ils étaient chassés. Ils étaient obligés de s'expatrier jusqu'au Ghana sous la protection de Nkrumah. Karl Michael, par exemple, il a écrit sur ça. Il a écrit sur la structure de la violence des Européens envers le peuple noir. Il a même expliqué pourquoi et comment. Garvey aussi a expliqué le pourquoi de la violence et de la destruction du peuple locoderme vis-à-vis du peuple kamite. Pourquoi et comment. Là, j'ai dit peuple kamite, vous avez vu. Parce que dans la redistribution de la connaissance de la science, le grand égyptologue est devenu Cheikh Anta Diop, parce qu'il est physicien atomicien nucléaire, il a
il a dévoilé le code principal de l'ADN de l'humanité pour nous tous avec le carbone 14 qu'il a monté en Afrique. Il était chercheur ici, il aurait pu rester ici en train de gagner 25 000 € par mois. Il a pris ses valises, il est parti pour fonder le laboratoire Carbone 14, là-bas dans la péninsule de Dakar. Donc, à partir de ces engagements, là, je suis d'accord avec l'observation d'Anton qui a dit que la souffrance a été organisée, pensée et appliquée. Mais si nous ne faisons pas effort de reconnaissance et d'attitude vis-à-vis de cette souffrance, tu vas la perpétuer de génération en génération. C'est le cas des Antillais que vous avez évoqué à tout à l'heure. Bah, d'ailleurs, je voulais rebondir sur Il ça. reproduit le phénomène de la souffrance de génération en génération jusqu'à boire du poison maintenant pour disparaître de la planète. Donc, il y a un choix. Il y a un grand monsieur panafricaniste, une grande entité noble de l'Afrique qui a réservé, parce qu'avant le Noir disait, mais on ne peut pas retourner en Afrique, on a envie de retourner, mais on n'a pas de terre. Il a réservé un quart de l'Éthiopie pour le peuple noir qui peut retourner en Afrique définitivement. Bah, je voulais terminer un petit peu sur ce que tu as dit, sur le mouvement panafricanisme, et pour éviter qu'à chaque fois que la roue se répète, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour être un vrai panafricain? Parce que tout à l'heure, quand je reviens un peu sur les propos d'Aton, il disait qu'il y a eu un tri un petit peu qui a été fait. Est-ce que tu penses qu'il faut être aussi catégorique quand tu dis il faut pas... je voulais pas passer la parole à Aton. Quand tu dis, est-ce que tu penses pour toi que c'est nécessaire de faire ce tri, par exemple, pour retirer les chrétiens, les musulmans? Tu as même parlé des homosexuels. Bien sûr. Est-ce que Bien sûr. même les homosexuels, j'ai trouvé ça un peu tendancieux. Je voulais avoir plus. Aujourd'hui, on est dans une situation dans laquelle on ne peut plus faire de transigence. On se fait tuer aux États-Unis, on se fait massacrer en Europe. Mais être aussi catégorique. Même un homosexuel, je vois pas en fait le. Explique un petit peu ton propos. Pourquoi je dis ça? Ouais. Parce que ceux qui écoutent pourraient peut-être se sentir exclus. Ça va dans le sens de la mahat. Il faut être mahatique. Alors, quand tu dis mahatique, est-ce que tu peux définir un petit peu et après... Ouais, c'est vrai que c'est compliqué en très peu de temps de définir tout ça. Je vais pas le définir, mais je vais revenir surtout sur le premier problème. Okay. Il faut qu'on soit des hommes conscients. C'est la base. Il faut qu'on soit conscient qu'on se fait tuer. Faut qu'on soit conscient que des gens nous agressent tous les jours. Que ça soit au Brésil, que ça soit en Afrique, que ça soit en Europe, que ça soit aux États-Unis, on se fait agresser de toutes parts. Personne nous aime. Faut qu'on soit conscient de ça. D'autre part, il nous faut une jeunesse qui puisse être cultivée. Armons-nous de connaissances. Cheikh Anta Diop. C'est la base. Armons-nous de savoir. Je l'ai appris que trop tard. Aujourd'hui, il faut s'armer de savoir. Et on ne peut plus attendre. La connaissance doit être même faite au berceau. C'est-à-dire que pour nos jeunes qui viennent au monde, il faut qu'on leur apprenne ce que c'est le kémitisme et le combat. Quatrième point, il faut qu'on apprenne dans ces sociétés à s'enrichir. Il faut plus qu'on soit des mendiants de la planète. Il faut qu'on apprenne à gagner de l'argent. Et que ce soit plus un tabou. Et que cet argent soit fait en communauté. C'est très simple. C'est très simple. Les Juifs nous montrent le chemin. Les Chinois nous montrent le chemin. On a juste à les suivre. Il faut qu'on soit communautaire. Je dis simplement une chose pour simplement exposer mon propos. Acheter une seule chose dans la semaine ou manger un seul repas dans la semaine dans une boutique communautaire. C'est pas compliqué. Au lieu de manger au McDo, je vais manger chez l'Africain du coin. C'est pas compliqué. Sur Paris, on a le choix en plus. Les vêtements, on peut s'habiller sur simplement, au lieu de porter un pull, on peut aller prendre un vêtement africain qui soit simplement fait comme ça. Au moment où il faut être communautaire et dépenser notre argent communautairement et intelligemment. Et cinquième point, il faut apprendre de son passé.
On ne peut plus refaire le marche arrière. On l'a dit, on ne peut plus faire marche arrière. Il faut qu'on apprenne enfin de ce qu'on a fait de nos erreurs. Voilà. Et on va réussir. On n'est pas plus bête. On a le même cerveau. Sur toute la planète, on a le même cerveau que tout le monde. On n'est pas plus bête. Nos jeunes de Yaoundé ne sont pas plus bêtes qu'en Chine, au fin fond de la Chine. On va y arriver. Mais il faut qu'on se ait des points communautaires. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Rodolphe, si tu voulais, toi aussi, pour toi, être un panafricaniste, le futur pour toi, ça serait quoi? Donc un des aspects qui est important aussi, c'est l'aspect économique. C'est-à-dire que on sait maintenant, quel que soit le mouvement. Juste avant de te couper, excuse-moi Rodolphe, juste te coupe. Est-ce que pour toi, un panafricaniste doit être forcément un kémitisme? Un kémitiste, c'est-à-dire qu'il a la spiritualité kémite pour toi, en tant que spiritualité pour être un bon panafricaniste? Et après, je te laisse continuer. Alors, personnellement, jusqu'à présent, je me pose pas en tant que kémite, c'est-à-dire que je sais qu'est-ce que c'est, mais disons que dans mes luttes au quotidien ou dans ma réflexion, je suis un petit peu hors de ce champ-là, quoi. Par contre, moi, je voudrais revenir plus sur l'aspect économique. Il faut aussi qu'effectivement qu'on ait des épaules économiques au niveau de nos communautés. Ça, c'est important. Quel que soit l'endroit où on est, il faut qu'on se réalise économiquement. Moi, j'ai l'expérience justement, notamment en Grande-Bretagne, dans des associations, dans des organisations. Il est important pour nous que l'argent reste quelque part dans nos populations, c'est-à-dire qui est ce qu'on appelle une forme de réussite économique, à tel point qu'on avait édité parce que j'ai un petit peu travaillé dans le domaine de l'édition avec dans des quartiers populaires, autant à Brixton au nord de Londres. J'ai longtemps travaillé en fait dans ce qu'on appelle un groupe d'édition qui s'appelle Ansib, et il était important. Et chaque année, on éditait un espèce d'annuel où on citait les professionnels de la communauté afro-antillaise. C'est-à-dire qui permettait, au lieu d'aller nécessairement, tu as besoin d'un plombier, nous avons des plombiers afro-antillais, donc au lieu de faire appel à simplement un plombier, autant donner aussi de l'emploi à un afro-antillais. Et il est important aussi, donc on éditait ce qu'on appelle un Black Business Book régulièrement. C'est des choses qu'on a fait. C'est une super idée parce que j'ai pas l'impression qu'on ait ça en fait en France. Il y a eu des tentatives. Non, il y a eu des tentatives, mais c'était embryonnaire. C'était peut-être trop jeune et puis ça n'a pas perduré. Après, sur Instagram, il y a des comptes un peu Black Business, mais il faudrait qu'ils soient un peu plus mis en avant, ouais. Il y a eu des tentatives, ouais. Alors, je pense maintenant ça doit être un peu plus facile avec les réseaux internet. Je crois que sur Instagram, il y a Je consomme noir, je sais plus si je me souviens. Je crois que j'avais une image. Oui, certainement. Alors peut-être il faut renforcer ces initiatives à mon avis. Et puis, je pense qu'il y a d'autres directions qu'on pourrait prendre aussi. Il n'y a pas longtemps avec José, on parlait de Kwanzaa. Je sais qu'il y a quelques années, il y a eu une tentative justement de célébrer Kwanzaa à Paris. Bon, ces organisations-là, elles le font 1, 2, 3 fois. Quand tu dis Kwanzaa, est-ce que tu peux préciser, s'il te plaît? Kwanzaa, c'est une réappropriation en fait de la période des fêtes. C'est que le symbolisme du Père Noël passant par la cheminée, alors qu'aux Antilles on n'a pas de cheminée et ça n'appartient pas à notre culture. Alors c'est une forme de réappropriation en fait de ces périodes de fête. De la même manière, la communauté juive a une célébration qui s'appelle Hanouka et Kwanzaa, donc c'est une célébration
qui a été reprise, en fait, qui est basée sur ce qu'on appelle la récolte qui est d'origine, je crois, c'est la Tanzanie ou le Kenya. Et c'était une période où, à la fin des moissons, on célébrait la fin des moissons. Et donc, la communauté afro-américaine a repris cette initiative pour pouvoir mettre en exergue justement l'importance de Kwanzaa. Alors, il y a il y a 7 étapes dans Kwanzaa. Je ne peux pas vous les dire tous. Mais je pense que je pense que les internautes regarderont s'ils sont intéressés. Donc, mais le temps de la récolte, le temps du partage, okay. et donc c'est une célébration qui célèbre en fait l'unité et la fraternité au sein de nos populations. Ok, je voulais donner la parole à Pascal et ensuite à Vincent. Pour eux, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour être un bon panafricaniste? En fait, et pour compléter la bibliographie que j'estime importante sur le panafricanisme, j'aimerais rappeler 2 autres ouvrages de Cheikh Anta Diop. On a cité Situation Barbarie. En fait, c'est le dernier livre publié par Cheikh Anta Diop avant son décès. Et donc, c'est presque son testament spirituel, civilisation ou barbarie. Mais bien avant cela, depuis les années 60, au début des années 60, il a publié les fondements économiques et culturels d'un État fédéral d'Afrique noire. Voilà. Donc, je dirais que c'est une manière de structurer l'idée de Marcus Garvey, donc qui avait déjà émis cette idée de création d'un État central. Mais il faut savoir qu'avant que Marcus Garvey mette cette idée de création d'un État central, il y avait déjà eu la création de Libéria, et je pense que c'est en 1800, un peu avant 1850. Donc, le Libéria avait déjà été créé par le retour d'Afro-Américains. Mais l'idée de Marcus Garvey, c'était différent, c'était un État central. Et donc, Cheikh Anta Diop, en 60, il avait déjà publié donc, les fondements économiques et culturels d'un tel État. Et Nkrumah, quand il a fait son livre L'Afrique doit s'unir, et bon, il n'a pas fait référence au même fondement historique que Cheikh Anta Diop. Les 2 livres datent à peu près de la même période. Disons, le livre de Nkrumah, c'est 3 années après la sortie du livre. Alors, juste, excuse-moi de te couper, Pascal. C'est juste pour revenir un peu sur le débat. Pour toi, qu'est-ce qu'il faudrait pour être un bon panafricanisme, en fait? Pour être dedans, en fait. Est-ce que tu serais un peu comme Aton à faire un peu le tri, ou plutôt l'ouverture et la culture pour être un bon panafricaniste? Non, moi, je dirais. Ça serait quoi ta vision, toi? Il faut avoir le souci, et un bon panafricaniste doit avoir le souci et de tous les frères noirs, quelle que soit leur situation, et je dirais même que quel que soit leur choix religieux. Et par exemple, William donc disait déjà que voilà, le panafricanisme, et voilà, et il disait William, au congrès de 1900, il disait, et il a compris et veut faire comprendre qu'il est temps pour les Noirs de se rassembler et de s'organiser pour affronter les obstacles qui s'opposent à leur développement partout où ils vivent. Donc, c'est pour que Marcus Garvey, il a mis en œuvre cela. Il a créé des usines pour donner du travail aux Noirs aux États-Unis, et il a créé donc Black Star Line pour également ramener les Noirs. Donc, c'est pour dire que bien avant, parce que quand William a fait ce discours en 1900, donc c'est 20 ans avant en tout cas le congrès de l'UNIAT de Marcus Garvey. Donc il affirmait déjà le souci de s'occuper des Noirs en Amérique, dans les Antilles, puisque
beaucoup viennent des Antilles. Hein. Les premiers, en fait, les premiers pères du panafricanisme viennent des Antilles. Donc, ils avaient le souci d'améliorer les conditions des Noirs là où ils vivent, mais renforcer et la condition des Noirs en Afrique, qui est le continent mère. Voilà. Est-ce que tu penses qu'il faudrait, est-ce que tu penses, je vais poser la question à Vincent, est-ce que tu penses, Vincent, qu'il faudrait, par exemple pour les personnes de la diaspora, retourner en Afrique obligatoirement, ou à ce moment-là rester dans leur territoire, mais faire en sorte que ça s'améliore? Écoute, au moment où nous sommes en train de parler, il y a plein de Kamites, de peuples qui sont en train de retourner en Afrique. Au Ghana, il y a plus de 1200 personnes qui ont retourné en groupe. On n'entend pas parler parce que la presse nécessaire à la divulgation, on ne la possède pas. Au Ghana, il y en a des Américains qui sont installés. Définitivement, je ne vais pas raconter les épisodes, la raison et les méthodes qui sont allés s'installer là-bas. Des personnes de 50-70 ans qui sont retournées. Je crois qu'il y a même Stevie Wonder. Oui. Mais quand ils retournent, c'est pourquoi? Il y a plein d'acteurs kamites aux États-Unis qui aujourd'hui n'acceptent plus l'appellation des Afro-Américains. Hein, mais d'ailleurs, Africains-Américains, c'est un traité national. Si tu vas aux États-Unis, tu appelles les négros, Afro-Américains là, tu es assujetti d'aller au tribunal payer des intérêts. Hein. C'est ici qu'on continue à les appeler Afro. Afro, c'est dans le langage latin, ça veut dire quelque chose qui n'est pas convenable. Donc, et se sont déterminés de s'appeler Africans Americans. Avant d'être américains, ils sont africains sur le sol des Amériques. Mais ici, c'est comme si ils continuent à être des négros. Hein? On les appelle même parfois des footballeurs qui gagnent 3 millions par mois. On jette des bananes pour eux. Ils sont contents, ils sont là, ils marquent des buts encore. Or, si on te jette une banane pour toi sur le stade, tu aurais dû prendre la banane et sortir de l'estade définitivement. Par question d'honneur et de dignité et de principe à la conscience panafricaine. Parce qu'on parle de panafricain, mais il y a eu des victimes qui a lutté pour nous, pour qu'on puisse avoir accès aux écoles, aux universités, au moins à la base d'études dont notre histoire n'est même pas intégrée encore, ni dans les universités, ni dans les écoles primaires, et ni des écoles de lycée. Ici, même dans le pays des droits de l'homme. N'est-ce pas? Donc, l'action panafricaine c'est vers le continent. C'est lui qui s'aborde à faire des richesses dans une terre infertile. Il court à sa perte. Plus qu'aux États-Unis, c'est prouvé que dans les structures économiques, c'est le seul endroit où on peut dire qu'il y a des Noirs millionnaires. Ils ne sont pas intégrés dans le système de la podcast américaine comme entité solvable et valable. Ils sont assujettis à des règles bancaires. Comme l'économie est assujettie à des règles bancaires. Donc, le panafricanisme, c'est... Tu veux dire par là que les Noirs qui font de l'argent ne sont pas inclus dans leur système? J'ai pas très bien compris ce que tu veux dire. Non, ils ne sont pas inclus. C'est nous qui croyons qu'ils sont inclus. Il faut en discuter avec eux parce qu'ils parlent sincèrement, contrairement à nous qui, ici, on dit, c'est dit des mensonges 24 heures sur 24. Eux, ils arrivent à dire la vérité parce que la langue américaine, ils ont une trosse dedans qui, tu arrives à assumer ta position. C'est le cas de peuples, des différences sémantiques entre la psychologie d'un peuple anglophone et d'un noir qui a subi l'esclavage anglophone et d'un noir qui a subi l'esclavage latino-francophone. Ok, alors pour terminer le débat, je voulais laisser à vous un dernier mot pour conclure. Et pour vous, ça serait quoi le futur du panafricanisme
Voilà, je voulais vous laisser le dernier mot pour Je conclure. voulais donner une réponse à Aton-là, qui existe la plus grande dimension métaphysique de la spiritualité africaine, c'est la structure de la pensée harmonienne par la Mât. La Mât, il y a 3 lois et 42 commandements. Il faut lire le document de Dambi Fakoli, qu'il a travaillé sur la matière. Nous avons une religion la plus puissante de la planète et nous ne faisons pas usage. Vous savez pourquoi? Parce qu'on nous a atomisés dans la compréhension de l'attribution au rôle divin d'esclaves et serviles. Or, que la création n'aime pas les gens serviles parce qu'ils trahissent la foi de la création. Ils ont inverti tous les paramètres de notre pensée métaphysique parce que là, Isis, c'est la maman parfaite qu'ils ont piquée en Afrique. Les gnostiques ont amené ici le rituel d'Isis. C'est pour ça que la capitale de Paris s'appelle Parisis, par ses maisons. Isis, maison d'Isis. Ils ont amené le rituel jusqu'à Saint-Germain-en-Laye. Ils ont bâti un temple pour Isis. Ils venaient tous les samedis. D'ailleurs, je me trompe, c'est pas le samedi, ils venaient le vendredi soir. Jeter des pétales de roses et faire le rituel d'Isis sur le fleuve de Saint-Germain-en-Laye là. C'est pour ça, Paris avant s'appelait Lutèce. Il n'y a aucune connotation étymologique avec Parisis, Paris et Lutèce. Aujourd'hui, ici, il y a des villes qui s'appellent la ville d'Isis au nord de la province française. Il y a une île qui s'appelle l'île d'Isis ici. C'est pour vous démontrer qu'ils ont calqué leur récit, leur protocole métaphysique sur la table de matière d'Osiris et Horus. Horus étant le fils prodigue d'Osiris, c'est le législateur qui a réglé le compte de son père avec Séti, qui a assassiné le premier être à avoir été mort et qui a survécu. Ils ont calqué l'histoire de Christ là-dedans, mais Christ n'a jamais existé. Alors je pense fondateur pour eux. Mais nous sommes là en train de chercher des religions, or que nous sommes le bâtisseur de la première religion de la planète depuis le grand temple de Luxor. Alors Vincent, comme je vois, la région du continent. Je vois que tu as beaucoup de connaissances et je pense qu'il faudrait qu'on consacre. Non, je n'ai pas là beaucoup de connaissances. J'ai la connaissance que vous possédez aussi. Seulement qu'aujourd'hui, moi je suis harmonien. Je l'assume devant l'intégrité divine cosmique solaire. Et vous êtes en train de se poser des questions subsistentielles. Qu'est-ce que je peux manger? Ils ne me laissent pas manger. Ah, ils m'ont piqué là. Ah, ils m'ont piqué ceci. Non, nous devons entrer, comme dit Aton-là, sur une dimension métaphysique, résorber notre problème existentiel, parce que c'est par là. Si tu fais l'économie, écoute, l'économie, le billet de banque là, le billet de banque américain là, le dollar, la monnaie la plus puissante de la planète, il y a des pyramides là-dedans, il y a des codes, il y a des signes ésotériques. Si tu ne pratiques pas la religion, tu ne peux pas comprendre ça. Donc, ils ont calqué toute leur énergie métaphysique. Il suffit de voir ici la règle de la religion ici. À l'intérieur du Vatican, il y a plein de groupes secrets des religieux. Donc, la structure est que nous devons posséder notre savoir. Matière physique. Sans la métaphysique, tu ne possèdes pas le physique. Alors je voulais terminer, parce que c'est quand même un dernier mot pour terminer le podcast, mais je pense qu'il faudrait qu'on fasse un podcast, ou pourquoi pas une vidéo entière sur ça, sur ce sujet, pour comme ça on aura le temps d'en rentrer en profondeur, mais là on paraphrase, voilà, on a fait une introduction à tout ce mouvement pour aider les personnes qui regardent le podcast, la vidéo. Pascal, si tu aurais un mot pour la fin, concis, après je donnerai la parole à Aton et Rodolphe pour terminer. Oui, voilà. Et moi, comme
Et comme Kwame Nkrumah, j'ai été marqué par non seulement les œuvres, mais par l'enseignement de Marcus Garvey. Et pour moi, non seulement son enseignement, mais les réalisations qu'il a pu faire, ça reste le modèle. On doit faire autant et plus que Marcus Garvey. C'est-à-dire qu'on doit faire autant sur le plan économique et pour aider à la situation sociale de nos frères là où ils vivent. C'est ce que Marcus Garvey a fait en créant Black Factory. Et Marcus Garvey n'a pas eu le temps de faire quelque chose pour la création des États-Unis d'Afrique. Et donc, je crois que le programme qui avait été tracé par Williams et commencé à être mis en œuvre par Marcus Garvey et ensuite par Kwame Nkrumah, eh bien, c'est ce qu'il faut poursuivre en mettant l'accent sur des actions. C'est ce que moi j'appelle le panafricanisme en action, sur le plan économique essentiellement, et puis sur le plan politique comme couronnement et des actions pour que l'homme noir puisse retrouver sa dignité. Je suis d'accord avec ce qu'a dit au début que le panafricanisme est né du traumatisme de la violence subie par les Noirs ces derniers siècles, surtout avec le début de l'esclavage, l'esclavage d'abord oriental et occidental. Et on n'a pas encore réagi à ce traumatisme. Donc c'est à nous de nous reconstruire après la déconstruction par la violence esclavagiste suivie de la violence colonialiste et actuellement néocolonialiste. Très bien. Gardons le cap donné par Marcus Garvey et Kwame Nkrumah. Très bien, merci. Alors pour terminer, je donne la parole à Aton et Rodolphe pour le dernier mot de la fin concernant... Je vais essayer de faire vite, mais pour bien conscientiser ce que j'ai synthétisé, aujourd'hui, en 2021, qu'est-ce qui, pour le peuple noir, si le Coderm se lève aujourd'hui, il se dit retour à l'esclavage de tous les noirs. Aujourd'hui, quel noir peut se dire non, non, je suis contre et je vais combattre ça. Aujourd'hui, le Locoderm peut dire cette phrase, retourne à l'esclavage de tous les noirs. Et aucun ne pourra se lever aujourd'hui. Il faut qu'on apprenne de notre passé. Il faut qu'on apprenne. Ils nous ont fait le plus grand mal qu'une civilisation puisse avoir sur la planète Terre. On a subi les pires souffrances, les pires atrocités. Je veux parler de nos îles, que ce soit Guadeloupe et Martinique aujourd'hui, ou Guyane même. On a subi ce qu'on appelle les pires atrocités. En Afrique, c'était pas les vacances non plus, c'était la chicotte. Là-bas, c'était défense, attaque perpétuelle. Faut qu'on apprenne de notre passé. On peut plus être naïf. Tout jeune qui écoute ce podcast doit se lever, doit apprendre et doit ensuite être conscient que c'est ensemble, en communauté, qu'on doit se soulever. On ne peut pas se soulever tout seul, il faut être ensemble. Et pour ça, il n'y a qu'une seule chose, c'est apprendre, apprendre, apprendre. Cultivons. Et on va y arriver, je pense qu'on n'est pas plus bête que les autres. Voilà, c'était le dernier mot de la fin. Rodolphe? Disons que moi je reste toujours quand même de mettre ce qu'on appelle plutôt de la positivité dans nos actions. On est à l'aube d'un changement d'année, justement. Moi, ce que j'incite les nôtres à participer à des actions de type associative, à s'impliquer dans les organisations, c'est ce qui est pour moi qui est important. Sous différentes formes, quoi. Et puis je pense aussi qu'il faut qu'on fasse. C'est-à-dire passer simplement, bon, c'est bien la réflexion, les paroles, mais il faut qu'on agisse, quoi. Agisse dans l'action. Aussi, alors,
je reviens un petit peu à ma petite expérience personnelle. Trop peu de gens de la Caraïbe connaissent l'Afrique. Trop peu de gens, alors que maintenant avec les moyens, Internet qui existe, les voyages sont possibles dans nos régions. De la même manière, trop peu de gens. Alors, on a toujours une réflexion, nous, en tant que Caraïbéens, de cette Afrique un peu mythique. On voit tout ça dans la littérature au niveau de la Caraïbe. Tous les auteurs chantent cette Afrique mythique. Mais les gens, il faut aller physiquement. Il faut aller à la rencontre. Il faut aller au Ghana, au Sénégal. Donc toi, t'es partisan d'un retour à l'Afrique, rien que déjà pour Pas voir, nécessairement un retour, pas nécessairement un retour, mais aller sur le terrain. comme un pèlerinage, quoi. La rencontre. Ouais. De la même manière, trop peu de gens d'Afrique de l'Ouest connaissent les Antilles. Ils ont une connaissance des Antilles toujours par le biais européen, par le biais des médias français. Ils ont pas de connaissance réelle de ce qui est des populations antillaises. J'ai souvent, disons, eu à quelquefois me confronter, peut-être de manière un peu forte quelquefois, avec des frères africains qui disent mais comment tu peux dire les Antillais sont comme ça alors que disons souvent on a appris ce déformant. Il faut aller sur place pour te faire ta propre expérience. Et maintenant on a tous les moyens maintenant possibles. D'où la création un petit peu de ce podcast où notre vision, Ouais, c'est... Et puis je pense qu'il faut maintenant, il faut faire. On peut faire des erreurs, mais il faut faire. Quand on a créé... S'impliquer dans les organisations, c'est important, ça. Ouais. Ou voilà, faire pourquoi pas monter des médias, des choses comme ça. Nous, quand on a créé le goûter panafricain, c'était à la base à l'heure du goûter. C'est pour ça aussi qu'on avait fait ce titre. Mais c'est aussi à notre niveau faire en sorte qu'on arrive à cultiver ces populations qui ne connaissent pas beaucoup l'Afrique ou les sujets qui se passent dans la diaspora africaine et faire en sorte que tous on s'unisse et qu'on fasse avancer un petit peu ce peuple noir. Et donc c'était un petit peu le but de ce podcast. Et comme tu dis, bah, ça peut être à plusieurs échelles, donc créer des associations ou créer du business intercommunautaire, comme a dit Aton. Voilà, il y a plusieurs choses à faire. On n'est pas obligé chaque fois de recréer la roue, on n'est pas obligé de créer des organisations. Voilà, mais au moins, utiliser les systèmes qui sont déjà dans des organisations qui existent, les confronter, parce que bon, on ne sent pas toujours non plus très démocratique. Il faut, personnellement, tu vois, dans l'action associative, je m'implique en général dans les associations sur le lieu où je vis. Quand je vois, par exemple, dans certaines associations, des types qui sont déjà plus de 10 ans ou 20 ans dans une association, j'ai tendance à les fuir, ceux-là. Mais il faut qu'on s'implique dans ce type d'organisation, c'est un moyen de mener des actions ensemble.